Voilà, maître de conférence, tu diriges aussi le DU éthique et numérique, À voilà, l'UPEC, à ouais. l'UPEC exactement et une vingtaine de livres, même plus, des gros pavés, voilà, de combien de thèses? 2 thèses? 2 thèses et une HDR. Voilà, donc c'est bon. Au niveau universitaire, on est bon. Au niveau philosophique, on va voir ça, surtout une philosophie appliquée à Twitch. C'est la première fois pour toi? Oui, absolument. Ah, faut qu'on se regarde là, mais on a envie de se regarder comme ça. Oui, c'est du présentiel, les amis. Peut-on encore être triste? Voilà, dans une époque où le bonheurisme triomphe, où tout le monde doit afficher un sourire radieux pour être dans le camp du bien de ceux qui ont bien géré leur intériorité, de ceux qui ont bien été coachés, de ceux qui sont dynamiques, souriants, plutôt cadres, on va dire. Eh bien, dans une époque où la tristesse, je dirais, est mal perçue comme étant une tare, une faille, comme étant quelque chose qui va dénoter chez l'individu d'une faiblesse, d'une absence de performance. Hein, la tristesse, quelle est la performance de la tristesse? Dans une époque où le bonheur est obligatoire, quelle est la place de la tristesse? Surtout qu'aujourd'hui, nous avons la médecine, les divertissements, les joies de Netflix Les drogues. et les Jeux Olympiques. Donc, est-ce qu'on va encore être triste? Et les drogues, tu as raison. Donc voilà, la tristesse est-elle devenue tabou? La tristesse est-elle une sorte de sentiment has-been et qui dénote une ringardisation de ceux qui s'y adonnent? La tristesse est-elle quelque chose qu'il faut cacher, qu'il faut dissimuler et quelque chose qui culpabilise autrui? Je suis triste, donc l'autre va se sentir coupable et va se sentir engagé de réagir. Donc quelque part, la tristesse est une violence envers l'autre. Si je suis triste, je suis violent envers l'autre. Je pousse le bouchon un peu loin, mais voilà, c'est la question. Peut-on encore être triste? Moi, j'aimerais, cher copilote, là, vous êtes à fond. Salut Aston Martin. Vincent rend les gens heureux, le bonheur existe sans la tristesse. Super question, mais j'aimerais que tout le monde là vous répondiez à une première question. La tristesse est-elle encore, voilà, peut-on encore être triste? Quelle était votre dernière tristesse, tout simplement? Qu'on prenne un peu le pouls de tous nos copilotes qui sont là. Racontez-nous votre dernière tristesse, voilà, et en quoi c'était une tristesse. Je te laisse la main, Elsa. Pour que je commence à introduire un peu le Ouais, sujet. pour Ok. qu'on y aille, et puis il y a plein de commentaires là. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que en réfléchissant un peu sur le sujet, il n'y a pas beaucoup finalement d'auteurs qui philosophiquement se sont attelés à la question de la tristesse. Pourquoi? Parce que dès le départ, et on le voit avec les jeunes enfants, il y en a peut-être qui me connaissent, Nadie par exemple, elle me connaît, elle sait que j'ai une petite fille de 2 ans et demi, et tout le temps, elle vient me voir en pleurs pour un caprice, pour un rien, pour un doudou perdu, et elle me dit, maman, je suis triste, je n'ai plus mon doudou, je n'ai pas ce que je veux, je suis triste et je pleure. Donc la première des choses, le premier constat qui est aussi un constat philosophique, c'est que la tristesse est un affect. Descartes en fait une des 6 passions fondamentales, avec l'amour, la haine, la joie bien sûr, et elle est en cela inévitable. Elle fait partie de la nature humaine. On ne peut pas être humain sans connaître ou rencontrer la tristesse. Et de ce point de vue-là, la grande problématique qui est très classique des philosophes autour de la tristesse, c'est comment arriver à la combattre, comment arriver quand on est triste à ne plus l'être, comment arriver à faire en sorte qu'elle ne trouble pas et ne fausse pas notre jugement, qu'elle ne nous éloigne pas de tout ce qui peut être de nos réflexions rationnelles, et surtout, parce qu'elle nous fait souffrir, parce que la tristesse est l'expression d'une souffrance ou la conséquence d'une souffrance, eh bien, elle nous éloigne du bien. Donc en cela, pendant toute une tradition qui peut aller jusqu'à Descartes, même un peu au-delà, toute une tradition, on va faire de la tristesse un affect négatif qu'il va falloir combattre parce que cela, tout simplement, ne nous rend pas heureux. Et je vous rappelle au passage que le bonheur, c'est des questions que j'ai vues un peu, donc je permets d'y répondre un petit peu comme ça. Le bonheur chez les Grecs, il y a 1000 définitions du bonheur, enfin une quantité indéfinie, mais le bonheur chez les Grecs s'assimile au bien. Pas le bien d'un point de vue moral, mais le fait d'être bien, en adéquation avec sa nature en fait. Donc c'est d'une très grande simplicité. Et avant de te redonner la parole, cher Vincent, juste pour cette peut-être petite mise en bouche, je voudrais rappeler pour moi le grand philosophe de la tristesse, qui nous introduira sur un autre thème peut-être tout à l'heure, qui est la mélancolie. Le grand philosophe de la tristesse qui est Sioran, et qui avait cette phrase qui corrobore ce que je viens de dire. Il disait très justement, il n'y a aucune raison de ne pas être triste. La tristesse est liée à la nature,
de telle sorte qu'elle précède l'homme. Vous voyez? Alors évidemment, on va pas s'inscrire dans le pessimisme noir pour insister de Sioran. Mais en tout cas, on voit bien qu'elle est inévitable à la condition humaine. L'ennui, dit Aston Marty, l'ennui au travail, le manque de direction quotidienne dans ma vie professionnelle. Certains littéraires mélancoliques la cultivent, Ouais. dit Eva Lear. Donne-nous des noms, Eva Lear. T'as parlé de Sioran, on peut parler de Fernando Pessoa, on peut parler de Caraco, on peut parler de Kierkegaard. Ah bah voilà, bravo Eva Lear. Qui d'autre là qu'on a comme triste? Mais je voudrais peut-être... Ouais. Attends, Ouais, juste vas-y. Aston Marty, donc il faut s'abonner à sa chaîne Twitch parce qu'il fait du gaming. Avec, Enchanté, Aston Martin. voilà, Aston Marty, il faut vraiment vous abonner à sa chaîne Twitch parce que c'est du gaming, comment dire, militant et lumineux. Et j'aimerais bien, Aston Marty, que tu nous dises, Marty, est-ce qu'il y a de la tristesse dans les jeux vidéo, juste parce que là vraiment on n'y connaît rien. Est-ce que les larmes qui coulent, est-ce que, il faudrait essayer de définir la tristesse. Je te propose qu'on commence par là. C'est pas le chagrin, c'est pas la dépression, c'est pas la déprime. Donc on va essayer de définir la tristesse. Si vous avez des idées de définition, bienvenue. Mais voilà, Marty, dis-nous un peu si la tristesse dans le jeu vidéo, à part perdre une partie, ce qui est plus proche de la colère, je pense, de l'agacement, de l'énervement et de l'envie d'étrangler l'autre. Mais c'est à toi de nous dire. Voilà, la tristesse, c'est pas simplement dans la fiction, la philosophie, c'est partout. Ça fait partie, c'est une émotion humaine fondamentale. On peut s'accorder à ça. Alors oui, je disais Jimmy là qui dit justement, tu dis qu'il faut définir la tristesse. Jimmy Junior disait la tristesse est un manque d'énergie lié à des événements irréversibles ou quasi irréversibles et très embêtants. Ça me permet de rebondir sur deux choses, il me semble différentes, comme la capacité d'éprouver de la tristesse. Alors, on peut parler de larmes, la tristesse avec les machines, c'est un super sujet. Avant d'arriver à ça, parce que on peut parler de larmes, de dépression justement, de mélancolie, de sentiments mélancoliques, sans pour autant d'expression particulière physique. Il faut parler, donc, faut distinguer la capacité à éprouver de la tristesse des causes de la tristesse, ce qui nous rend triste. Et une des causes qui nous rend triste, et tu l'as dit Vincent tout à l'heure, c'est aussi la perte de l'être cher. Qu'est-ce qui fait le tragique de l'existence? Ce qui fait que quand Sioran il nous dit la tristesse elle précède l'homme, c'est que en soi la vie est tragique. C'est-à-dire que à peine sommes-nous nés, nous sommes condamnés à mort par avance, on peut pas éviter ça. Donc il y a, qu'on le veuille ou non, un fardeau de tristesse, un poids de tristesse qu'on ne peut pas éviter et qui nous conditionne de facto. Je dirais presque, on pourrait presque aller jusqu'à dire que la tristesse est première et que toute notre vie consiste à la combattre pour y mettre de la joie. Comme Bichat qui dit la vie c'est les fonctions qui résistent à la mort. Ouais, on pourrait dire exactement. Que la vie c'est les fonctions qui résistent à la tristesse. C'est la joie qui résiste. La joie, ouais, voilà. Mais on pourrait dire, oui, j'aime bien l'idée de tristesse en toile de fond, c'est assez asiatique. La philosophie chinoise, même japonaise, fait de la tristesse une sorte de toile de fond. Au Japon, par exemple, les jeunes filles fashion victimes cultivent cette mélancolie, cette tristesse. Les adolescents aussi, en France, je pense aussi. La lune à travers les nuages, la tristesse qui est belle, les larmes qui coulent. Il y a toute une poétique de la tristesse qui est vraiment mise en valeur. Donc, c'est presque une joie triste. Voilà. Eva Lear dit Baudelaire, bien sûr, le spleen de Baudelaire. La tristesse est un manque d'énergie, dit Jimmy. Ouais, tu l'as lu. Schopenhauer. Alors, juste une chose. Non, c'était pour faire quoi à ce que disait Eva Lear avant qu'on passe à autre chose sur Baudelaire. Non, mais on n'est pas obligé de suivre. Oui, non, mais ça, c'est inspirant, je trouve. Ouais, mais j'ai pas fini mon propos. Vas-y. Ah, pardon, non, il faut qu'on se coordonne. Vas-y. Ouais, c'était juste pour dire que je sais plus qui avait dit dans le chat aussi qui parlait de cette littérature et toute l'époque du 19e avec les poètes maudits. On a Baudelaire, on a Musset, et il y a un poème de Musset dans La Nuit de mai qui pour moi a traversé toute ma vie philosophique. C'est les chants les plus désespérés sont les chants les plus beaux. Et il y a un revers aussi dans la tristesse qui fait et qu'ont cultivé ces poètes maudits et ce 19e siècle, ce romantisme, c'est peut-être, et ça tu seras pas d'accord avec moi Vincent, peut-être que la tristesse nous donnerait accès à une certaine forme de vérité. Je suis d'accord. Pourquoi je serais pas d'accord? Quand on est triste, au moins, il y a quelque chose de lucide sur le monde. On essaie d'être lucide. La tristesse dit, alors voilà, Marty nous a répondu sur les jeux vidéo. La tristesse dans les jeux vidéo, ça peut arriver. Quand j'étais jeune, j'ai perdu tous mes équipements de mon personnage qui se retrouvait tout nu et j'avais plus rien. J'ai pleuré fort, mais sinon, j'ai pas de souvenir triste de tristesse pure. Ouais, mais je te parlais aussi dans les fictions elles-mêmes, dans les jeux eux-mêmes, quoi. La tristesse est un frein à la créativité, ça, je suis pas d'accord. Ouais, moi non plus. Mais ça, c'est mon expérience. Peut-être que certains créent mieux avec la tristesse, mais j'ai du mal. Au piano, par exemple, quand je me
même moi, je suis triste, je fais des choses beaucoup plus fortes pour moi que la joie de vivre, etc. Verlaine, ouais, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, magnifique. Je vous lis d'ailleurs, vous êtes dans la poésie, je voulais juste finir sur les poètes asiatiques et notamment, je parle de philosophie asiatique parce que je parle du Japon, je parle de la Corée, je parle surtout de la Chine. Et Li Po, que vous connaissez peut-être, un des plus grands poètes chinois, dynastie Tang, on est autour de 700 après Jésus-Christ. Li Po ou Li Bai, si vous préférez, a écrit, alors c'était une sorte c'est le sage itinérant, le clochard céleste, qui adore l'alcool, qui adore se torcher, qui est irrévérencieux. C'est une morale taoïste complètement débridée. Donc c'est pas du tout le sage confucéen. Ouais, ou confucéen, c'est pareil. Voilà ce que dit Li Po quand il perd son oncle Yun. Voilà, banquet d'adieu pour mon oncle Yun. Et il y a un truc très beau qui va parler à la femme que tu es, Elsa. Hier nous abandonne, inutile de le retenir. Aujourd'hui tourmente notre cœur de tant de soucis. Lever la coupe pour noyer sa tristesse, elle est encore plus profonde. La vie en ce monde n'est guère en accord avec nos désirs. Demain, sur la barque légère, voguons les cheveux dénoués. Ça, alors c'est un peu un système d'haricot. Demain, alors donc hier ça marche pas, aujourd'hui c'est la tristesse, et le seul espoir qu'il a pour en sortir, demain sur la barque légère, voguons, donc on est dans l'eau, on sort du chemin, on est dans l'élément aquatique, voguons les cheveux dénoués, ce qui est l'abandon suprême à l'époque d'avoir les cheveux au vent sur une barque légère. Dans un contexte de liberté où c'était pas forcément, c'est très fort. Ça regarde l'écran là, ouais. Ouais, c'est très fort ce que tu dis, ça me fait penser à et si peut-être que le moteur, on parlait de création, et c'est la lecture, c'est ça qui me fait penser à ça, et si peut-être le moteur de la création et du désir, en fait, n'était pas la joie, mais véritablement la tristesse. Car quand on est dans la joie, on est dans un certain immobilisme, on veut y rester, on ne veut pas qu'elle parte, on en jouit pleinement, on n'est pas ailleurs, on est dans le total présent. Mais quand on est dans la tristesse, on est obligé de faire un effort de la volonté pour en sortir, on est obligé de se battre, et de susciter peut-être en cela le désir. Et peut-être que le véritable moteur du désir, et donc de la vie, parce qu'elle serait tragique en son essence, serait la tristesse. Ouais, ça c'est dur, mais il faut... Ouais, très beau, très beau. On l'a défini, la tristesse. Ouais, vas-y, commence. Ils ont... Vous faites... Alors, ils répondent à... Martine nous dit, oui, c'est comme le cinématique au cinéma, mais il n'y a pas de jeu spécifique. Il y en a plein qui disent, demain dès l'aube. Donc, la tristesse, la perte de... Je crois que le deuil, c'est pas mal. Être triste et parler du deuil, d'Augustin à Victor Hugo, en passant par plein d'autres. On a vraiment l'idée de ce que peut être une tristesse désespérée. C'est la tristesse terminale, quoi. C'est... Moi, alors... La tristesse, qu'est-ce que c'est? Je peux dire juste un petit mot sur la tristesse terminale que tu viens de dire. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, il s'avère que je l'ai retrouvé là pour aujourd'hui, c'est un livre que j'avais dans ma bibliothèque. C'est La nacre et le rocher de Misrahi. En fait, c'est une autobiographie sur la mort de sa compagne Colette. Attends, dis bien le nom parce que les gens connaissent. La nacre et le rocher de Misrahi. Robert Misrahi. Voilà. Et moi, j'ai pleuré quand j'ai lu. C'est rien à voir avec la philosophie, bien sûr, mais c'est une philosophie de la joie en plus. Mais c'est comment survivre à un deuil. Il a juste cette phrase qui est exactement en écho avec ce que tu viens de dire, Vincent. La vérité est que le tragique réside non dans la mort, comme tel, mais dans la mort de l'être aimé par-dessus tout. Voilà. Donc en fait, c'est pas la mort qui nous fait peur, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est le fait de perdre, et donc ça renvoie avec la perte et peut-être avec la mélancolie. Mélancolie. Nadi, la tristesse, alors définition, est un élan qui épuise le cœur et freine la créativité si la mauvaise nouvelle est brutale comme un décès par exemple. La tristesse est un élan qui épuise le cœur. C'est beau. Ouais, un état, excuse-moi, j'ai du mal. Un état. La tristesse est un état qui épuise le cœur. Mais alors, c'est trop poétique pour faire de la philo là. C'est trop moteur créatif, désir, il faudrait creuser. Définition de la tristesse, les amis. C'est le plus beau jeu vidéo que vous allez faire aujourd'hui. C'est définir la tristesse. C'est quand même vachement beau. On a les emojis d'ailleurs. Il y a un emoji nouveau, très récent. C'est je pleure avec un sourire. Tu sais, c'est sorti, je crois, l'année dernière. Ouais. Hein. On n'y avait pas pensé. On avait pensé je pleure à chaudes larmes. Ça, c'est presque comique. Il y a une sorte de tristesse presque parodique. Les grosses larmes qu'on balance d'ailleurs pour tout. Je te donne pas de pizza et j'envoie l'emoji. Voilà. C'est comique. En fait, c'est marrant, mais les emojis et la tristesse, ça fonctionne pas. On n'est pas triste d'un emoji. L'emoji en lui-même
est une façon de communiquer. Et déjà, la tristesse, on a l'impression que c'est un repli, une absence de communication. Envoyer un emoji pour être triste, c'est déjà montrer qu'on n'est pas tellement triste ou qu'on peut jouer avec les contours de la tristesse. Et tu sais pourquoi? Parce que dans le véritable sentiment de tristesse est un sentiment, pour commencer, plus qu'un état. Le véritable sentiment de tristesse isole. Il renvoie dans la solitude. Et c'est quelque chose qu'on appelle à la pudeur. Quand on est extrêmement triste, on n'a pas envie de partager ça. Alors que l'emoji est expression d'une communication par essence. Donc tu as raison, c'est surjoué. D'ailleurs, quand on veut vraiment parler d'un état, pour reprendre ce que disait Nadie, d'effroi, de bouleversement intérieur, sans parler de la tristesse qui est insaisissable, comme tu le dis, on fait l'emoji catastrophe. Tu fais bien. Je sais pas, l'emoji Munch, moi je l'appelle, tu sais. Pas mal. C'est terrible. Regarde, il y a des belles définitions. La tristesse, c'est Osirix. Salut les amis. La tristesse, c'est ce qui permet au bonheur de se reposer. Il y a quelque chose de Léo Ferré. Le malheur, c'est du bonheur qui se repose. Voilà. Non, le bonheur, c'est du malheur qui se repose. Tristesse. Alors, Evali Riva. Une affliction provoquée par un événement triste, entre guillemets. Alors, c'est un peu tautologique. Hein. Une disposition à éprouver de la tristesse. Ah bah non. Non, mais alors là, c'est là. Puis en plus, je pense que la tristesse, c'est pas créé par un événement triste. Vous pouvez avoir, et je parle bien de ce terme de mélancolie, alors sans faire de la psy de Heidegger, mais il y a quand même des tempéraments mélancoliques, sans rentrer dans la maniaco-dépression, il y a quand même des tempéraments mélancoliques, ou dans la dépression, et qui font que il y a, moi, j'ai une notion intermédiaire qui est ni pathologique, ni simplement la conséquence d'un événement, qui est le vague à l'âme. Et j'aime beaucoup cette notion-là de vague à l'âme parce qu'elle rejoint la poésie que vous évoquiez. Vas-y Vincent, tu peux m'interrompre. Le vague à l'âme, c'est l'opposé de ce que dit Jimmy. On a traité de poétique et ils se défendent et vous avez raison, ça me fait réfléchir. Ce n'est pas de la poétique. La tristesse brutale peut provoquer le takotsubo ou syndrome du cœur brisé. Oui, j'ai écrit dessus sur le takotsubo. Ouais. Mais ça, c'est ce qu'on pourrait dire, le takotsubo, on pourrait appeler ça un hyper burn-out. Donc en fait, c'est un sentiment de tristesse qui s'installe et s'instaure, qui perdure jusqu'à faire exploser le cœur. Et c'est très beau parce que le takotsubo, c'est... se suicide, c'est très beau. Non, c'est pas ça, c'est que c'est... Harakiri. Non, arrête, c'est un burn-out affectif. Voilà. C'est, à un moment donné, je rêverais, Vincent, c'est une invitation que je te lance, de faire un live sur la déception. Moi, je suis là, je suis dans le présent. Bah, merci de rejeter. Je vais me prendre avant en direct, les amis. Non, c'est pas avant, mais allons-y, toujours est-il que ça, parce que j'ai des trucs à dire. Le takotsubo, enfin, je réponds je fais quoi ça, mais c'est cette déception affective du genre humaine, qui fait qu'à un moment donné, t'as le cœur qui explose. Donc, c'est très, très beau, et ça renvoie à ça. Mais je pense qu'il est important qu'on définisse les différentes formes de la tristesse, pas ce que c'est. Quelqu'un peut nous aider là, c'est Henri de Régnier qui est un petit chouchou pour moi, absolument pas connu, 19e siècle, il a écrit Cahiers inédits jusqu'en 1936. Et alors il dit à Noël il déprime, la tristesse de Noël, vous avez connu ça, ou même du mois de décembre. Et le dimanche. Alors donc il dit du spleen des rêves, la tristesse noire de l'hiver et des fins d'année. Vous voyez, ça nous replonge bien dans ce qu'est la tristesse. Mais il dit une chose formidable, le chagrin s'infiltre dans l'être. La tristesse le désagrège, la douleur le désorganise, la joie l'accapare en le dilatant. Ça, mais vraiment magnifique. Le chagrin, c'est ce qui s'infiltre dans l'être. C'est le moment où je vais être gagné par la tristesse, mais elle n'est pas encore là. Et d'ailleurs, il faut absolument dissiper le chagrin comme si la tristesse était un virus, quelque chose qui me contamine. Et le chagrin, c'est les premiers symptômes. C'est l'introduction d'un risque de tristesse en moi, mais le chagrin n'a pas encore tout en tristesse. Le chagrin s'infiltre dans l'être. Mon être est atteint. Ça rejoint la définition de Spinoza. La tristesse comme une diminution de ma puissance. Voilà, de ma puissance d'être, exactement. Dès que je sens que j'ai moins de puissance, moins de force d'agir, eh bien, je suis triste. Ce qui est une définition un peu bizarre de Spinoza, je trouve. On en fait tout un orchestre symphonique, mais je trouve ça un peu binaire. Joie d'un côté, tristesse de l'autre. Bon, passons. Le chagrin s'infiltre dans l'être. La tristesse le désagrège. Alors, il y a une différence. La douleur le désorganise. Ouais, tu vois. Et la joie, lui, accapare l'être en l'attend. Donc la tristesse, il y a l'idée d'une sorte de fissure, qui va finalement
séparer mes parties. Je suis en morceaux, j'ai le cœur en miettes. Il y en a qui disent j'ai le cœur en miettes, j'ai mangé mes. Enfin, il y a toute une rhétorique de l'être fissuré. Donc ça, on pourrait commencer par une définition. La tristesse est un principe, d'éclatement, je dirais, de faille. La tristesse, c'est me sentir faillé, dirait mon ami Paul Blancard, être faillé, avoir des failles. Donc c'est une fissure dans l'appétit de vivre. Dans l'unité. Dans l'unité, voilà. Alors Plotin, lui, disait que justement ce morcellement, c'était la haine. Hein. Neikos, c'est vraiment la haine, et il prend l'image de la motte de terre. La mode de terre, aucune des parties ne va ensemble, elle est friable. Et la tristesse, c'est ce qui va effriter mon unité. Oui, tout à fait. La tristesse est un effritement de l'unité de mon moi. Wow. Alors par contre, là où tu distingues aussi... il montre, excuse-moi juste, oui. Osirix nous montre l'emoji spécial Twitch, où vraiment là il fait la gueule, t'as raison, il est vraiment pas cool. On prend 2-3 commentaires, t'y vas après. Nadi, c'est juste Vincent, je ne trouve jamais d'émoticône quand je suis triste. C'est aussi pour cela qu'être triste à une machine, je ne comprends pas, c'est un peu trop tôt pour les IA. Être triste pour une machine. Non, on parlait d'un jeu vidéo, et donc de fiction. On parlait de fiction. Récit, en fait, de scénario. C'est vrai, beaucoup de pudeur quand on ressent quelque chose, dit Jimmy, de triste. On a envie de le cacher et en même temps, on a besoin de réconfort. On est triste, serre-moi dans tes bras, comme si il fallait recomposer l'unité en voie de désagrégation, comme dirait Henri de Régnier. C'est-à-dire, prends-moi dans tes bras, serre-moi, dis-moi que tu m'aimes, c'est-à-dire reconstitue-moi comme unité alors que mon unité est en voie de friabilité. Je pense qu'on peut cultiver la tristesse, c'est-à-dire une disposition à être triste. Tempérament mélancolique et dépression, ce n'est pas pareil du tout. Tiens, petite objection de Macar. Voilà, vas-y. Ah non, mais c'est là. D'accord, on continue alors. Non, mais... La tristesse, c'est se rendre compte. C'est Twitch là, faut y aller. Oui, mais tu me laisses. La tristesse, c'est se rendre compte qu'être heureux, c'est difficile, point d'interrogation. Pas forcément ressentir de la tristesse lors de deuil et autres événements du genre, ça fait de nous des personnages inhumains. Non, Marty, ouais, très intéressant. Vincent, non, bon d'accord. Sur l'ordinateur, il faut faire contrôle machin bug quand on est triste. Contrôle alt dessus. Bon, ça c'est Jimmy, il s'amuse parfois. Effritement de l'être, vas-y. Elsa, à toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Définition, on est toujours dans la phase de définition. Chagrin, tristesse. Il y a un mot que je retiens. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit toi en fait. Et il s'est distingué dans ce que tu as lu, dans Régnier, je crois. Hein. C'était Régnier. Henri de Régnier, ouais. Oui, et je le connais pas. R-E-G-N-I-E-R. Ouais. Et il distinguait ça de la douleur. Il disait que la tristesse, c'est pas la douleur. Pourtant, moi, il me semble qu'il est impossible de distinguer la tristesse de la douleur, puisque quand on est triste, on souffre de facto. Et je crois que après, il nous faudrait distinguer. Ricoeur avait distingué souffrance et douleur, l'une plus morale, l'autre plus physique. Mais je crois qu'il est impossible de pouvoir distinguer les deux. Deuxième chose, pour moi, enfin, c'est assez simple la définition de la tristesse. Hein. Ça peut être, elle prend des formes. Là où ça devient compliqué, c'est les manifestations de la tristesse. Être triste, c'est quand on n'est pas heureux, c'est quand on souffre intérieurement sur tous les plans, parce qu'il n'y a pas à distinguer le corps et l'esprit. Et il faut distinguer donc ces manifestations. Et il y a 2 manifestations sur lesquelles je voudrais m'attarder. Et est-ce que je peux prendre la 2 minutes pour parler de quelque chose? Tu les as pris soit. Non, tu fais comme tu veux, demande pas l'autorisation. Si je demande aux internautes si ça vous... Oh bah si ils disent tu nous saoules, voilà. Vous m'interrompez parce que parfois quand il y en a qui me connaissent, enfin personne ne me connaît. Allez, bon, vas-y, fonce. N'hésitez pas à m'interrompre. Je voudrais parler on n'a pas le temps de parler de tout, mais je voudrais parler d'une forme de tristesse particulière, qui était à la fois les larmes, dans un premier temps, et ensuite le silence. Et je crois pour moi que la manifestation de la tristesse la plus dangereuse, c'est quand elle devient silence. Pour la première, je voudrais brièvement parler juste de... Je ne vais pas citer d'auteur, je voudrais juste vous parler d'une situation, les larmes des femmes en fait. Voilà. Quand une femme pleure, alors je vais entrer dans les poncifs, mais ce sont des réalités de terrain. Quand une femme pleure, on a tendance à dire qu'elle est hystérique, qu'elle monte dans les tours, ou alors pire encore, ce sont ces hormones qui font qu'une fois par mois, elle est pas de bonne humeur. Donc c'est un problème physiologique où effectivement, en tout cas, elle n'a aucune légitimité. Et pour venir au sujet très important que tu as posé aujourd'hui, Vincent, c'est est-ce qu'il y a une place pour la tristesse? Et j'irais même aller jusqu'à dire, est-ce qu'il y a une place aujourd'hui dans notre société pour les larmes? Et peut-être plus encore pour les larmes des femmes. Et je voudrais m'insurger contre cette incapacité à cette manière de faire en sorte qu'on associe les larmes à de la faiblesse.
Alors, il y a eu un progrès de ce point de vue-là, c'est que pendant longtemps, les hommes étaient interdits de pleurer parce que c'était pas viril, et tu pourrais nous en dire quelque chose parce que tu as beaucoup travaillé sur le sujet, Vincent. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Qu'en serait-il des larmes des femmes? Alors, sans prendre surtout les discours qu'on a pu entendre pendant 20 siècles, que ce soit les études de Carol Gilligan qui l'ont démontré sur le Caire, ce qu'on peut appeler aussi sur les formes de manipulation sur les maladies mentales des femmes, sur l'hystérie, tout ce qu'on a pu en dire. Voilà, on en aurait long à évoquer le sujet. Mais je crois qu'il faut redorer la place des larmes des femmes, les prendre au sérieux, surtout pas leur donner une justification, et prendre l'expression d'une plainte, parce que l'alarme est avant toute chose. Une justification, je comprends pas. Non, au contraire. Non, faut qu'elle soit justifiée. Oui, c'est ça. Ouais. Qu'on puisse prendre au sérieux, en fait. C'est juste ça. Mmh. Et parce qu'il faut jamais oublier qu'une larme est l'expression d'un indicible ou d'un ineffable. C'est-à-dire quand on pleure, c'est qu'on trouve pas les mots. C'est-à-dire qu'on est submergé par une vérité de soi qu'on n'arrive pas à traduire à l'autre, mais que l'on montre. Donc c'est une main tendue, un appel. Quelqu'un parlait de réconfort tout à l'heure. C'est un espoir. La larme est un espoir d'aller mieux et un espoir qui s'adresse au regard de l'autre. Et c'est une vérité, une sincérité, si je puis dire. Et la deuxième chose, et je serai brève et je m'arrêterai là-dessus, la deuxième chose dont je voudrais parler en écho à ça, c'est le silence des femmes qui en sont venues au point de ne plus pouvoir pleurer. Voilà. Et je voudrais longtemps, j'ai écrit une pièce de théâtre, j'ai fait plusieurs écrits autour des femmes qui pensent et qui créent. Et je me suis fait la défenseuse du cri. Voilà, comme un cri, comme une expiation. Le cri, c'est comme des larmes. C'est l'expression pulsionnelle de quelque chose, d'une tension qu'on n'arrive pas à dire. C'est là où on trouve plus les mots. Et je voudrais juste, pour vous parler de ça, pour moi, une des femmes qui a le mieux parlé et de la tristesse, et du silence des femmes, et de la révolte muette que ça implique, et d'une impossibilité à dire, c'est Marguerite Duras. Je vous invite tous à relire cet article qui a paru complètement fou d'ailleurs, une construction littéraire complètement fausse de Marguerite Duras. Son analyse est complètement inepte. Forcément sublime, Christine V dans l'histoire du petit Grégory, qui est paru dans Libération du 17 juillet 1985. C'est 6 pages. Qui a été une catastrophe pour l'affaire Grégory. Qui a été une catastrophe parce que, juste brièvement pour remettre le contexte, Marguerite Duras est invitée par Libé à dire son point de vue sur l'affaire du petit Grégory. Elle va visiter la maison de la mère du petit Grégory et de là où a disparu le petit Grégory, donc dans le nord-est de la France. Et elle voit cette maison, elle voit cette campagne, elle voit cet isolement, elle voit cette femme. Et elle va broder sur la condition des femmes de cette époque et du silence que c'est simple. Et je voudrais juste, pour moi, toute l'intensité de ce que c'est que la tristesse d'un non-dit, d'un silence, d'un au-delà des larmes, se résume à cette phrase, à ce passage. Je vous le lis. Pourquoi une maternité ne serait-elle pas malvenue ? Pourquoi la naissance d'une mère, par la venue de l'enfant, ne serait-elle pas ratée, elle aussi, par les paires de gifles de l'homme pour des beefsteaks mal cuits, par exemple ? Comme la jeunesse peut l'être, de même, par la paire de gifles, par un 0 en maths. Quand elles ont un enfant qu'elles ne reconnaissent pas comme leur propre enfant, c'est peut-être qu'elles ne voulaient pas de cet enfant, qu'elles ne voulaient pas vivre, et dans ce cas, aucune morale, aucune sanction ne leur fera reconnaître que cet enfant est le leur. Écoutez bien cette phrase, elle aussi par les paires de gifles de l'homme, par les beefsteaks mal cuits par exemple. Ce qu'elle dénonce Marguerite Duras, c'est que quand dans un certain contexte qui aujourd'hui, heureusement, n'est plus le même, ça date de 85, c'est pas... Oui, je termine. Dans ce tel contexte, c'est qu'elle dit, c'est que le conditionnement, la paire de gifles du beefsteak mal cuit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui retient, l'incapacité de la révolte, l'incapacité de sauver sa peau, de sauver son identité par un mot. Il ne reste plus quoi que les larmes. Mais quand les larmes, elles suscitent aussi la gifle, il ne reste plus quoi que le silence. Et c'est comme ça que peut s'instaurer une mélancolie. C'est comme ça que peut s'instaurer une tristesse qui n'a pas de fond et qui ne s'en va pas. C'est comme une vieille croûte au fond de la chair qu'on n'arrive plus à dépecer. Voilà. C'est cette tristesse-là dont je voudrais parler et dont on ne parle jamais. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il y a une tristesse qui est aussi réprimée, qui peut être réprimée, et qui du coup s'installe en profondeur dans l'être, sans même passer par les larmes. Et ça devient un mal-être. Et ça devient un mal-être, voire même quelque chose de mortifère. Elle parle d'elle, Marguerite, non? Oui, certainement. Ouais, et de toutes les femmes qu'elle a rencontrées. Mais dans tous ses livres, elle parle d'elle. Ouais. Les beaux cris, Elsa, oh là là, dit Eva Lear. Alors, s'installer une dépression plutôt qu'une mélancolie. Il y a eu, alors le silence sur lequel t'es arrivé, Elsa, il y en a plein qui l'ont cité, le silence. Le silence du repli. Oui. La poésie permet à la tristesse de sortir du
silence, disait Eva Lear, la tristesse serait une cause des douleurs psychosomatiques. Mais en fait, il y a un truc que je comprends pas et que j'aimerais qu'on discute. C'est vrai que être triste aujourd'hui, à part pour les enfants, eux, ils ont vraiment le droit d'être tristes et on attend d'ailleurs qu'ils soient tristes à certains moments, quand ils ont pas le Mr Freeze, etc. Et d'ailleurs, souvent, on caricature leur tristesse. On ne se hisse pas à hauteur de tristesse d'enfant. En général, On la prend pas au sérieux. on en fait un caprice. Ce qui est tragique. On en fait un caprice. Mais à part les enfants, j'ai l'impression vraiment que même entre nous, adultes, on sait pas trop faire avec la tristesse. J'ai l'impression qu'il y a un savoir-faire de la tristesse. Par exemple, quand vous avez quelqu'un, c'était pas mon cas, mais de vivre un deuil. Mais quand vous avez des amis qui vivent un deuil, moi j'ai accompagné des amis avec un deuil. C'est extrêmement compliqué. On n'a pas de savoir-faire. C'est très très compliqué. Qu'est-ce qu'on vient à dire? On vient à dire finalement, essaye d'écrire, ça a du sens. Dis-toi qu'il a été heureux. On a l'impression qu'on parle d'un chien mort alors qu'on parle juste du père ou de la mère. C'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas d'éducation à l'accompagnement de la tristesse de l'autre. J'ai l'impression, pour aller encore plus loin avec cette idée d'émiettement, que la tristesse, c'est pas un émiettement de soi forcément, pour un peu aller décaler un peu le projecteur. Bien sûr, je suis triste, et dans le je suis triste, un émiettement du lien de moi avec l'autre. J'ai l'impression que ce qui s'émiette dans la tristesse, c'est pas tellement l'effondrement personnel sur soi, qui est plutôt de l'ordre pour moi de la dépression, du spleen, de la mélancolie. La mélancolie, voilà, je m'effondre moi-même sur mes bases, mais j'ai l'impression qu'en fait, ce qui s'émiette, c'est mon réseau affectif. C'est tout d'un coup, j'ai l'impression que je suis lâché par les autres. J'ai l'impression que je ne peux plus communiquer pas aux autres, par repli peut-être, parce que peut-être c'est moi qui coupe les ponts. Mais j'ai l'impression que autant le bonheur est un sport d'équipe et une sorte de ce que j'appelle l'égo-système, pas un écosystème, mais un égo, le moi, l'égo, un égo-système, c'est-à-dire que mon moi est en connexion de réseau avec d'autres, et c'est ce qui fait mon bonheur, c'est le bonheur des autres qui nourrit mon bonheur, et bien j'ai l'impression qu'aussi, je peux être contaminé par la tristesse des autres, et quand je suis triste, j'ai l'impression que j'insuffle de la tristesse aux autres. Je vais lire un petit extrait d'un poète que j'aime beaucoup, Lamartine, que vous connaissez par cœur, et Lamartine, dans sa correspondance, il écrit à Valentine de Cessia, le 2 février 1845, il la tutoie, il parle d'amis. Quand vous vous amusez, il me semble que je m'amuse, tout malade et tout triste que je suis. Donc déjà, le bonheur de l'autre dissipe ma tristesse si je suis en connexion véritable dans mon écosystème. Dans mon écosystème, avoir des gens heureux est le meilleur remède pour la tristesse. Mais quand vous avez du chagrin, rien ne m'amuse. Il me semble que je souffre par les cœurs qui sont dans vos poitrines, autant que par le mien et bien plus. J'arrive aux années, alors il dit que c'est la vieillesse, ça. J'arrive aux années où l'on n'a plus son bonheur que dans les autres. Vous savez qui sont les autres pour moi. Et moi j'ai l'impression que c'est pas besoin d'être vieux pour ça. Nous sommes dans un écosystème connecté aux autres, d'autant plus avec les réseaux sociaux, je dirais. Et la tristesse, c'est quelque chose qui va être aussi un sport d'équipe. Je suis triste aussi par les autres. Il y a des climats de tristesse, il y a des ambiances de tristesse et il y a des réseaux de tristesse. Quelque part, la tristesse, je la dois aussi aux autres qui m'empêchent de sombrer ou au contraire qui me font sombrer. Il y a une connexion comme ça de l'être avec d'autres êtres et peut-être que la tristesse, c'est pas ma tristesse, c'est quelque chose qui circule comme un virus. J'ai la métaphore virale assez facilement en ces temps de coronavirus. Oui, Vincent, c'est cela qu'il y a en commun entre le deuil et l'incompréhension. La tristesse s'accompagne aussi de solitude. Ouais, on l'a dit tout à l'heure. Ouais, on l'a dit tout à l'heure. Ouais, la tristesse. Mais est-ce que la tristesse n'est pas justement ce qui permet de rompre la solitude? Je suis triste, j'ai un besoin irrépressible de m'adresser aux autres, tu vois. Au départ, je pense qu'il y a deux temps. Il y a le temps de trouver et de la traversée de la douleur. Mais pour pouvoir faire appel à l'aide, de l'aide, quelle qu'elle soit, il faut déjà avoir envie d'aller mieux. Et juste une chose que tu dis qui est très importante à souligner, c'est que la tristesse, elle est anxiogène. Et elle renvoie à la fois à une angoisse vis-à-vis de l'autre et aussi un sentiment... C'est-à-dire que ça rend l'autre angoissé. Voilà, c'est ça. Ouais. Et aussi un sentiment d'impuissance. Pourquoi ? Comme tu le disais très très bien, quand on est mal... Ils sont là, en fait. Ils sont exactement dans ce point vert. Voilà. Quand on est très très mal, et déjà on est insupportable vis-à-vis de l'autre. Des autres, de tous les autres. La seule chose, c'est qu'on voudrait aller mieux et on ne sait pas comment faire. Si on savait, on en sortirait. L'autre voudrait nous aider, mais n'a jamais les bons mots, les bons moyens, il ne sait jamais comment s'y prendre. Donc, il est angoissé. Il est triste aussi de nous voir tristes. Ça, c'est évidemment. C'est ça. Et puis, ça fait partie de l'empathie, puisque ça fait partie des émotions empathiques. Donc, il éprouve, ou de la compassion. Et en même temps, il y a un sentiment d'impuissance terrible qui fait que ça isole encore plus.
Regarde ce que dit Lina. Salut Lina. La tristesse n'est pas triste, elle est normale. Comme ne sont pas tristes les nuages dans le ciel en attendant le soleil. Si elle dure trop, c'est autre chose. La tristesse comme une sorte on a parlé de ça. Dit, hein, Alors là, on aborde une tristesse beaucoup plus profonde. Kierkegaard parlait du concept d'angoisse. Il en faisait un concept. On essaie de faire le concept de la tristesse là. Question. Comment ça se fait que la tristesse aujourd'hui on n'en parle plus, comme si elle était même pas devenue tabou? C'est même pas un tabou, c'est quelque chose de désuet, quelque chose d'enfantin, de puéril. T'es triste, c'est puéril, ça on l'entend beaucoup ça. Ou alors elle est mal vue. Non mais c'est-à-dire, tu peux pas te prendre en charge, t'es triste, tu pourrais pas te divertir. Ouais. Toi il y a un côté, mais tu te laisses aller quoi. Toute tristesse serait une sorte de laisser aller dans un avilissement puéril. Mais il y a aussi le fait que c'est tout le cœur de ta question, de ce que tu as posé aujourd'hui, c'est que la société contemporaine est une société de la réussite. Depuis le postmodernisme, c'est de l'année 60. Ça veut dire qu'on doit afficher une culture de l'excellence. C'est là oui, d'accord. Une culture de l'excellence, une culture de la réussite. Et la tristesse, c'est hyper pas successful. C'est complètement anti-politique. C'est loser. C'est loser. C'est le type en c'est le faible, c'est celui qui a raté sa vie et qui a pas sa Rolex à 50 ans. C'est Sarkozy. Voilà, quelle déception les amis. Donc c'est en fait, il y a pas, et quand vous voyez les magazines, moi j'aime beaucoup travailler sur la publicité d'un point de vue sociologique. Je vous mets au défi mes amis, dans un magazine féminin, de me trouver une pub de tristesse. Voilà. Et je vous mets au défi de me trouver à la télé une pub de tristesse. Mais attends, je rebondis. Toutes les pubs ont de la tristesse. C'est le premier moment de la pub, c'est les 15 premières secondes. Tu es triste parce que tu n'as pas le bidule. Et il te manque le bidule. Donc tu es triste, t'es nul. Oui, c'est un prétexte. Non, mais c'est pas un prétexte. C'est parce que le bidule va t'empêcher d'être triste qu'il faut que tu achètes le bidule. Et le bidule, ça peut être une paire de pompes, un jus d'orange, un voyage. Tu es triste, regarde, le remède à la tristesse, c'est bidule. Et quelque part, la démocratie de marché, on en parlait hier, d'ailleurs, vous avez la vidéo d'hier consultable sur Twitch, allez-y, regardez-la. Hier, on a parlé de devenir démocrate, et on distinguait la démocratie véritable, radicale, à la John Dewey, et puis on distinguait la démocratie de marché, la fake démocratie, on pourrait dire ça, la fake démocratie. Et la fake démocratie, c'est la tristesse, c'est parce que tu n'es pas assez bon consommateur. Grâce au mode de consommation, tu as le moyen de remédier à la tristesse. Voilà pourquoi la tristesse est mal vue, parce qu'elle a un enjeu politique. La tristesse, politiquement, ça veut dire quoi? C'est quelque chose à éradiquer. Il faut éliminer la tristesse grâce à la société de consommation. C'est comme ça, toutes les pubs sont ça. Tu es triste, t'as le bidule, t'es plus triste. Tu es triste, t'as le bidule, t'es plus triste. C'est ça que répète la publicité. Aston Marty dit, la tristesse est une chrysalide parfois, un besoin alchimique de transformation du plomb en or. Pour Sarko, pour la Rolex, Seguel, attends, je dis juste un peu de message. Je vais répondre à ça. Qui faisait le tour du monde en 2 chevaux dans sa jeunesse. C'était pour justifier la Rolex de Sarko. Je crois qu'on a peur de la tristesse parce qu'on a peur d'être contaminé par ce sentiment alors que les choses sont simples. Un hug, un sourire, ça peut atténuer voire mieux. Faire disparaître à terme le sentiment de tristesse. La tristesse et la solitude, quand on est ensemble, la tristesse disparaît plus vite. Le neurisme, voir la vie que d'un œil est impossible. On doit accepter d'être conducteur des émotions qui nous traversent. Là, on est dans l'écosystème. Il ne faudrait pas confondre tristesse et frustration. Ça, c'est hyper important. Et je crois qu'on est dans une société de frustration organisée, puisque c'est une société de consommation, donc de frustration. Et la tristesse est utilisée par les marchands pour montrer qu'on n'a pas assez consommé. La tristesse est un levier politique d'obligation à consommer. La tristesse devient quelque chose qu'il faut effacer, éradiquer. Et voilà pourquoi on ne peut pas être triste. Si on est triste, c'est qu'on n'est pas assez bon consommateur, on n'est pas assez standardisé dans le moule de la société, on n'est pas assez clone, pas assez conformiste, et donc on est déviant. Le triste, c'est le déviant. En fait, c'est pas que la tristesse qui est. Il y a quelqu'un qui a parlé du marketing de la tristesse, c'est très juste. Mais c'est pas que la tristesse, c'est les émotions qui sont devenues un business consumériste. J'en veux pour preuve Ama, quelqu'un qui parlait des big hugs là. Donc Ama, elle a fait son business en faisant des bisous et en prenant des câlins. Donc c'est quand même assez ignoble. À très haute dose. À très haute dose. Ignoble. Oui. Moi je trouve que c'est. Puis alors question propreté, c'est autre chose. Mais... c'est pré-Covid. Mais elle
fairness du quand même et de l'humanisation, donc c'est assez terrible. Et juste encore dire une chose, je pense que le grand enjeu de ça, c'est le conformisme. C'est-à-dire qu'on voudrait, je vous renvoie à ce fameux épisode News Drive, le premier épisode de la 3e saison de Black Mirror, Ouais. Chute libre, où en fait on est dans un conformisme, c'est une dystopie qui devient tout à fait réelle malheureusement. Donc c'est le conformisme d'une anesthésie, d'une absence d'émotion, parce qu'on a un contrôle, une politique des émotions, car contrôler des émotions, c'est contrôler ce qu'il y a de plus incontrôlable chez un sujet. Voilà, donc arriver à contrôler les affects et à mettre tout le monde au pas, c'est faire des sujets des moutons. Et ça, c'est un enjeu politique. C'est un enjeu de soumission. Et ça passe par le contrôle des affects. La publicité n'a toujours été qu'un contrôle des affects. Super intéressant ce que tu viens de dire, parce que on a l'impression que la tristesse, c'est le début de la révolte. C'est-à-dire que si, je résume, si on est dans une société de consommation dirigée, comme dirait Henri Lefebvre, sociologue que j'adore, et si dans cette société la tristesse est une sorte de produit d'appel pour être effacé par le bidule, par l'objet de consommation, alors assumer sa tristesse, être encore triste malgré ce mécanisme-là, dire oui, je suis triste, le consommateur ne me satisfait pas, j'éprouve un manque, une carence, un abîme, quelque chose qui me ronge de l'intérieur. On pense au tout début de Fight Club, lorsqu'il parle de Ikea Boy qui a plein d'objets de consommation, mais qui est profondément triste et qui a besoin de retrouver une sorte de vitalité en se cassant la gueule avec les autres. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que la tristesse serait révolutionnaire aujourd'hui. Ou un effet de résistance. Parce que, comme le disait Evalir, ouais. La tristesse n'est pas conforme comme toutes les émotions, c'est l'expression même d'une subjectivité et en cela d'une singularité. Ce qui, d'ailleurs, c'est tout le problème que j'avais déjà dénoncé dans mon livre sur le selfie. Vous vous souvenez, je selfie donc je suis. Fait une critique des émoticônes en disant que sous couvert d'illusion d'exprimer des émotions, la seule chose qui est le moins conforme et qu'on peut le moins figer dans une image, c'est une émotion. Donc l'émoticône, c'est l'antithèse de l'émotion par excellence. Je vous rappelle, vous savez, toute la poésie, qui en a parlé tout à l'heure, c'était si juste. La poésie traduit la singularité d'un éprouvé, d'une émotion, d'un regard indicible, ineffable. Et quand on dit, comment il s'appelle, celui des 11 000 verges là, Apollinaire. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, c'est une émotion, c'est un rythme, on entend le chant de la Seine, c'est pas la même chose que de dire la Seine coule sous le pont Mirabeau. Ben voilà, la poésie traduit en plus des mots une musicalité, une intériorité émotionnelle, affective propre à l'auteur. C'est un métalangage pour Wittgenstein, et de ce point de vue-là, elle est l'expression, la tristesse est l'expression de ce qu'il y a de plus unique chez un sujet. Et ce que l'on veut tuer en tuant la tristesse, c'est la singularité du sujet, l'expression de son originalité. Ouais, mais du coup, c'est aussi révolutionnaire dans ce sens. Résistance que tu dis. C'est-à-dire, voilà, alors, de résistance dit Bordeaux, acquis à la société, mais elle ne l'entend pas. Et peut-être faudrait fédérer les tristesses. Je cite souvent cet exemple d'un historien qui disait, dans la Rome antique, les esclaves n'avaient pas, certains voulaient mettre des uniformes aux esclaves, et en fait, ça a été refoulé, cette proposition de loi, parce que du coup, ils se seraient rendus compte du nombre qu'ils étaient. Moi, j'ai l'impression que si les tristes se fédèrent, eh bien, c'est scandaleux. Il y a quelque chose de scandaleux. Les manifestations premières des Gilets jaunes, qu'est-ce que c'était ? Des individus qui bossaient comme des fous, qui pouvaient pas nourrir leurs gosses ou qui comptaient dans le mois et qui étaient dans la pauvreté alors qu'ils travaillaient. On pouvait peut-être des glandeurs, ils travaillent et ils ne peuvent pas offrir des cadeaux à Noël à leurs enfants. Et ben, quelque part, ces fédérations de la tristesse, on est un peu comme dans ces esclaves de la Rome antique. Ils mettent un gilet hyper voyant, fluo, pour sortir du flou, sans jeu de mots, mais avec un jeu de Scrabble. On va du flou au fluo, et tout d'un coup, la tristesse devient visible. Et c'est scandaleux. Et quelque part, la question de fédérer par la tristesse me semble étonnamment intéressante, parce qu'aujourd'hui, on se fédère dans le côté de la colère, c'est la colère qui fédère, c'est le ras-le-bol qui fédère, c'est les théories un peu fascisantes qui fédèrent, etc. Fédérer les tristesses, comment ? C'est une vraie question. J'aimerais aussi qu'on aborde, je profite d'avoir aussi ta casquette de psychologue, psychanalyste. J'ai parlé hier, en parlant de la démocratie de marché, de la pornographie omniprésente, plutôt comme seule matrice éducative et en fait névrosante. Mais voilà ce que dit Henri Lefebvre, que je viens de citer, sur l'étalage. On est en 1958, il parle même pas de pornographie. Critique de la vie quotidienne d'Henri Lefebvre. La femme déshabillée peuple les affiches, les devantures, les couvertures de magazines, de films. Cette évasion, cependant, ressemble par certains côtés à une névrose généralisée. Cette sexualité est triste.
cet érotisme fatigué et fatigant, mécanique. Il n'y a rien de véritablement sensuel dans ce déchaînement de sexualité, et c'est peut-être là son caractère le plus profond. Nous critiquons dans l'érotisme moderne l'absence de sensualité véritable, celle qui suppose beauté ou grâce, ardeur et pudeur, pouvoir sur l'objet du désir et accomplissement. Dans l'érotisme moderne, on sort de la quotidienneté sans en sortir, par un choc et un effet brutal, mais superficiel et purement accaparant, qui ramène au contraire vers le secret de la quotidienneté, l'insatisfaction. Dans un univers d'insatisfaction, on essaye de choquer les gens avec un érotisme, on parlerait de pornographique aujourd'hui, mécanique, pornographique, et il dit sexualité est triste. Peut-être ça rejoint ce que disait le poète Lawrence. Il disait finalement nous avons rendu triste notre sexualité en la mécanisant. Il disait ça il y a un siècle, hein, en la mécanisant. Et quelque part c'est intéressant parce que la tristesse et l'érotisme, et c'est là où je me tourne vers toi. Quand on est triste, on est quoi? Quel est le genre de désir? On bande plus, tu veux dire? Ben, je sais pas. Non, il y en a. Je pense qu'il y en a qui bandent et qui consomment énormément, ouais, mais tristement. Ouais. C'est-à-dire, il y a quelque chose de généralisé, d'un empêchement de désirer ailleurs que dans les cases, les blables finalement. Je pense que, et ça rejoint un peu ce que tu as lancé, parce que pour vous dire les choses, les amis, juste avant de préparer, on a un tout petit peu échangé, Vincent et moi, sur les auteurs qui nous intéressaient, et on n'a rien préparé à l'avance, et on a un tout petit peu échangé. Et tu parlais de Spinoza, toi tu me dis, je suis pas toujours d'accord avec Spinoza, mais je pense qu'il y a un point qui rejoint un peu Spinoza sur ce que tu dis, c'est la question du désir. C'est-à-dire, et ça rejoint la question de la création aussi. Je précise juste que Spinoza, pour lui, le sexe, c'était un truc complètement nul. Hein, c'était lié à être au corps et être soumis. Mais... Non, parce qu'on a une vision libertine de Spinoza. Non, pas du tout. C'est pas du tout un libertin. Non, mais je parle pas de sexe. Là, moi, je parle plutôt de libido. C'est-à-dire de cette énergie vitale qui se traduit aussi dans la pulsionnalité sexuelle, mais pas que, et qui en fait on peut résumer sous cette question aussi du désir, c'est-à-dire comme un élan vital, comme quelque chose qui nous permet de tendre vers la vie. Donc tendre vers la vie, cette tension vers le vivant, c'est l'envers de la tristesse. Parce que finalement, on pourrait dire que la joie est du côté d'éros, donc du désir, donc de la vie, la pulsion de vie, tandis que la tristesse est du côté de la mort, de Thanatos, de l'absence de vie. Bon. Et mais là où c'est très intéressant, et je suis pas d'accord avec certaines remarques, on n'a pas approfondi la question de la création, mais là où je ne suis pas d'accord, moi je le disais tout à l'heure, je pense plutôt que la tristesse est le moteur du désir. C'est pas ce qui annihile le désir, c'est pas ce qui empêche de bander, pour parler très vulgairement, dans tout féminin, masculin, peu importe. C'est au contraire, je pense, parce qu'elle est insupportable, parce qu'elle est intolérable, parce qu'elle en appelle à un sursaut de vie, elle est fondamentalement ce qui en appelle à la création. Et je mets création et procréation sur le même plan, mes amis. C'est-à-dire passer du rien au tout. Passer du néant à l'être. C'est ça la question de la création. Et Freud, alors tu me parlais de psychanalyse, Freud a un mot pour ça, c'est qu'il emprunte à Nietzsche et à la physique, c'est la sublimation. C'est-à-dire que c'est un mécanisme de déplacement. Alors c'est vrai qu'on peut, je vais employer des termes vulgaires, mais ce que tu disais est très juste, Vincent. Moi j'ai vu pour des patients qui avaient des problèmes de mélancolie, une incapacité à assurer une vie sexuelle, c'est un des premiers principes, hein, et en même temps une sursexualité, c'est-à-dire être hyper sexualisé et coucher avec n'importe qui, homme ou femme, de manière très indifférenciée, un peu comme dans une forme d'addiction. Moi j'appelle ça vraiment c'est très synonyme pour moi d'une attitude suicidaire par la sexualité. Voilà, c'est ce que j'ai développé dans certains de mes cas, parce que je ne trouvais pas autrement une autre manière de dire les choses. Et donc ça renvoie au même vide, au même néant, à une non-création, à une non-existence. Mais là où je pense, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la tristesse n'est pas une castration du désir, elle est au contraire moteur du désir quand on choisit la vie. Malheureusement, et c'est là où je m'arrêterai là-dessus, on ne choisit pas toujours la vie. Il y en a qui n'en sortent pas. Et là, c'est un autre problème. Il y a quelque chose d'anti-nietzschéen dans ce que tu dis, parce que pour lui, justement, la tristesse, c'est un truc qu'il faut dépasser, et la tristesse est maîtresse de sagesse parfois. Là, on est vraiment... Mais quand je disais qu'elle était exactement dans ce sens-là, c'est-à-dire productrice, révolutionnaire au sens où Deleuze définit le désir comme révolutionnaire, ça produit du nouveau, ça nous oblige des déplacements. La tristesse nous dérange. On peut être d'accord. Bien sûr, on peut la cultiver. Bien sûr, on peut en faire. On peut l'esthétiser. On peut parler. Alors, juste une chose, c'est très important parce qu'il y a une forme dans ce que tu dis qu'il faut jamais oublier. Il y a une forme de jouissance dans la tristesse qu'il faut absolument combattre. Bah, tu sais, Manu Chao, là, le chanteur, il avait un prof de philo, il adore la philo, et son prof de philo parlait, grâce au dialogue avec son prof de philo, il disait, moi j'ai un sentiment bizarre, la maljoie.
Il appelait ça la C'est très maljoie, bon. c'est-à-dire une joie mêlée de tristesse. Et la saudade brésilienne, c'est ça, l'exil, le sentiment de la terre natale qu'on a quittée, à la fois plaisir parce qu'on vit une aventure nouvelle dans un autre pays, et cette mélancolie, cette nostalgie, cette morsure, qui revient. Donc il y a dans la tristesse, en tout cas, un dérangement qui nous pousse, à inventer du nouveau. Il y a l'idée dans la tristesse d'aller vers quelque chose d'inconnu. On ne peut pas être, je pense, dans la tristesse en terrain familier. J'ai l'impression. Il y a toujours révolutionnaire au sens où ça tourne. Ça crée du changement. Ça crée du changement. Parce qu'on veut changer d'état. Alors, on va finir, il nous reste quelques minutes, tous vos commentaires. Et si vous avez des questions, des remarques, c'est le moment, les amis, on y va. Là, on se concentre sur eux, d'accord? Elsa, ça te va? Parfait. Voilà. Jeux vidéo, quoi. Philo, Twitch Philo. Merci Elsa. Oui, la société, dit Coco, oui, la société nous a coupé de nos émotions par le plaisir immédiat, multiplié à la chaîne, création de dépendances multiples, création de besoins et de leviers marketing pour vendre. Wow, quel résumé super. Macaré, à qui on avait dit d'acheter des diesels, les moutons sont rebelles. Vous faites des blagues, les amis, ça nous perd. Manifester nu et pas en gilet jaune, propose Macaré. Merci, super idée. Je pense que ça va être gay, hein, ça va être plutôt gay. Je suis nu en gilet jaune, voilà. Ok, super. Merci Elsa pour rappeler que la tristesse appartient à la personne. Dans une société qui considère les personnes comme des individus statistiques économiques, des automates. La tristesse authentique n'a plus sa place. Quelque part, dans la tristesse, je me concentre, puisque c'est dans mon jargon, une coupure avec mon écosystème, quelque chose qui remet quelque part, il y a une concentration sur soi et la possibilité d'une méditation sur soi pour le coup. L'injonction à gérer ses émotions, dit Nina, comme à interdire les émotions négatives, n'est-ce pas une manière de détruire toute singularité? Et la preuve, la méditation. Alors attends, ce n'est plus du désir, je crois, dit Clara, que quand on est triste, la pornographie sert justement à combler un besoin naturel et n'apportant pas du plaisir réel et profond. Loin, elle continue. Peut-on réussir à choisir la vie? Citation, quand on est dominé par la tristesse, n'attend-on pas justement passivement que quelque chose nous en sorte, d'où l'acception d'être repris en main par la consommation. Ça, c'est très intéressant. Je pense que c'est là-dessus qu'il faudra qu'on conclue. Hein, on retient l'aigreur née du manque de moyens pour réaliser son désir. La maljoie, c'est super, dit Nina. Si ton envie dépasse tes capacités, c'est une condamnation atroce, là. Merci à vous deux pour cette heure inspirante. Ah, c'est pas fini, non, mais t'es ouf! Bon, continuons. Moi, j'aime bien. Vas-y. Je veux juste relire sur ce que tu disais, ce que disait Clara. N'attendons pas justement passivement que les choses, quelqu'un nous en sorte. Moi, j'insiste bien là-dessus parce qu'il faut pas être complètement naïf. Il y a, Lina parlait tout à l'heure des tristesses normales, comme je la citais avec quelque chose de naturel au sujet humain, de l'enfant, etc. Et contre quoi on doit pas lutter, qui nous traverse. On peut être triste le matin, heureux le soir, enfin peu importe, c'est pas, voilà. Mais moi, il y a ça c'est sûr. Et par ailleurs, il y a la question des tristesses qui s'installent. Et c'est vrai, et c'est très juste, hein, que on n'en change pas par décret. Et la tristesse à laquelle j'ai voulu sensibiliser de Marguerite Duras, celle que décrit Duras, c'est une tristesse dont on ne sort pas comme ça en claquant des doigts, ni en faisant peut-être thérapie. Ça convoque beaucoup de temps et de moyens. Mais il y a un point sur lequel j'insiste, et c'est pas donné à tout le monde, et c'est pas la capacité de tout le monde non plus. Faut-il en avoir envie? C'est-à-dire qu'à un moment donné, intimement, et je dis bien intimement, il faut faire le choix de la vie, quand la tristesse nous en éloignerait. Et ça, c'est un pari qu'on doit faire avec soi-même. C'est un pacte qu'on doit faire avec soi-même. Ça commence par là. Il y a Gaston Berger que j'aime beaucoup dans L'homme moderne et son éducation. Il va distinguer déprime et tristesse. C'est assez intéressant. Celui qui souffre vraiment ne pense pas à la tristesse, mais à l'ami qu'il a perdu. La déprime, c'est justement penser à sa tristesse. Autrement dit, la déprime serait une tristesse complaisante, une tristesse qui se regarde dans le miroir, et je dirais même une tristesse narcissique. Il y a un narcissisme de la tristesse, alors que la vraie tristesse vient de parler, c'est une tristesse, mais on ne sait même pas qu'on est triste. Quelque part, on vit un drame, on est accablé de douleur, et on ne sait absolument pas, on n'est pas du tout en train de ruminer sa tristesse et la mélancolie, comme l'angoisse est une peur sans visage, la mélancolie est une tristesse sans raison.
Donc c'est là la différence. Il y a Coquette qui veut que je regardez mon t-shirt et qui supporte pas qu'il y ait des lignes qui s'affichent sur mon t-shirt. Mais les lignes, c'est vous, c'est votre substance, voilà, c'est Les lignes, c'est votre existence. J'ai eu quand même voilà l'élégance de te pousser les lignes de voilà pour qu'on puisse te voir. Toi, moi je compte pas, je suis voilà obscur. Ouais, c'est ça. Personne le croit. Hein, alors, juste un petit truc, quand même, on pense à Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Je vais lire un extrait de ce petit livre que vous devez lire en vacances. Salut, Marty, lis-le. Bonjour Tristesse, super petit livre. Que cherchons-nous sinon plaire? Je ne sais pas encore aujourd'hui si ce goût de conquête cache une surabondalité, un goût d'emprise ou le furtif inavoué d'être rassuré sur soi-même, soutenu. C'est très très beau cette idée que la tristesse, quand on ne pense pas à son état de tristesse, c'est toujours un appel à l'autre. Un appel qui peut être nié par la solitude, par le silence, on l'a vu. Mais il y a toujours l'idée que mon écosystème n'est pas suffisant et d'autres ponts nouveaux, et ça rejoint l'idée de créativité que tu as mis en avant, l'idée révolutionnaire. Quand je suis triste, je sens que d'autres liens peuvent m'en tirer. On parlait de être repris en main. Mais quelque part, c'est très naturel. Mon écosystème n'est pas suffisant. Je pourrais même dire que la tristesse serait une pathologie de l'écosystème. L'écosystème n'est plus suffisant, le réseau affectif que j'ai construit n'est plus suffisant, je dois rencontrer de nouvelles personnes, me connecter à des gens plus lumineux, qui pourraient me sortir dans le bain de joie qu'ils me proposent, me sortir de cet état non suffisant. La tristesse serait une impuissance à être moi tout seul et la nécessité, l'appel, la vocation de créer de nouveaux liens. Est-ce que tu me laisses le mot de la fin? Vas-y, je t'en prie. Je voudrais conclure, alors, je ne vais pas donner ma voix, juste poétiquement et profondément vous lire un dernier petit extrait, qui était le mari de Marguerite Duras, Robert Antelme, et qui a écrit ce texte donc sur son état de captivité pendant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle L'espèce humaine. Et je crois qu'on s'accordera tous à dire que la tristesse est l'expression même d'un sentiment d'humanité. Et voici quelle est la conclusion de l'introduction qu'il fait en 1947 de ce récit. Dire que l'on se sentait alors contesté comme homme, se sentir contesté comme homme, comme membre de l'espèce, peut apparaître comme un sentiment rétroactif, une explication après coup. C'est pourtant cela, cependant, qui fut le plus immédiatement et constamment sensible et vécu. Et c'est cela d'ailleurs, exactement cela, qui fut voulu par les autres, la négation de l'homme. La mise en question de la qualité d'homme provoque une revendication presque biologique d'appartenance à l'espèce humaine. Elle sert ensuite à méditer sur les limites de cette espèce, sur sa distance à la nature et sa relation avec elle, sur une certaine solitude de l'espèce donc, et pour finir, surtout à concevoir une vue claire de son unité indivisible. Voilà ce que c'est que la tristesse, ce qui fait le lien même de l'espèce humaine. Bon, je peux plus rien dire, effectivement. Si ce n'est qu'on te retrouve sur les réseaux, on te retrouve dans les livres. Tu viens de sortir un Freud à la plage qui est vraiment fait pour la plage. Donc allez-y, lisez-le. Et j'ai mon gros livre qui sort. Et un gros livre qui sort en novembre. On t'invitera d'ici là parce que c'est un régal. Vraiment, merci infiniment. Merci de ton invitation. C'était un régal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur Twitch, on s'abonne à ma chaîne. Voilà, c'est la seule chaîne de philosophie sur Twitch digne de ce nom, vous l'avez compris. Et donc, on s'abonne. Tu es sur Facebook, tu es sur Twitter, tu es sur LinkedIn, tu es vraiment dans tous les réseaux, puisque tu bosses sur le numérique et donc tu fais pas semblant. Même si on est sur Twitch pour toi. Oui, grâce à toi. Pas mal, yes. Merci Vincent, toujours aussi passionnant de philosopher avec toi. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci les amis pour vos commentaires. Vous vous abonnez à tout et puis à très dans la joie ou la tristesse assumée, pleine et créatrice. À bientôt les amis.